Lors des pratiques de FIV par an, la femme porteuse peut développer dans ses ovaires différents types d'ovocytes qui pourront être peu, pas du tout ou très chargés en mitochondries malades. Et selon la charge initiale, l'enfant conçu pourra être porteur sain dans une zone grise ou malheureusement malade et présenter des symptômes. La FIV-3 par an ne concerne pas toutes les maladies mitochondriales, mais seulement celles dont l'origine est une anomalie de l'ADN mitochondrial porté par la mère. Quelle que soit la technique utilisée, la FIV-3 par an aboutit à la fabrication d'un embryon humain doté d'un triple patrimoine génétique, celui de l'homme et de la femme commanditaire de cette technique, mais également 1% d'ADN venant d'une autre femme, la donneuse d'ovules. Exploration de notre livre de vie. En moins de 20 ans, la génétique est passée de l'exploration des gènes à leur manipulation. Curieux de cette molécule d'ADN, véritable livre de la vie, les scientifiques se mettent à la tester, la couper, la recoller. Les données génétiques humaines sont de plus en plus disponibles, ainsi que les données de santé, les big data, collectées par les tests de médecine prédictive réalisés sur des dizaines de milliers de personnes à leur demande. Aujourd'hui, un kit coûte à peine 100 euros. Quand il n'est pas en promotion, résultat, la mode se propage et le marché explose. 26 millions de personnes ont déjà fait étudier leurs chromosomes pour retrouver leurs ancêtres ou connaître leur prédisposition à certaines maladies. D'ici 2021, elle devrait être 100 millions selon les estimations de la très sérieuse MIT Technology Review. 4 gros opérateurs se disputent ce secteur. 3 Américains, 23andMe, Ancestry et Family Tree DNA et un Israélien, MyHeritage, qui a réalisé 70 millions de dollars de chiffre d'affaires sous ce segment l'an dernier. En France, la pratique est interdite et théoriquement sanctionnée par une amende de 3 750 euros, mais des milliers de curieux n'hésitent pas à se procurer les fameux kits sur Internet. C'est en 1953 que la clé de notre ADN est trouvée. Il s'agit d'un long ruban en forme de double hélice, lové dans les chromosomes enfermés dans le noyau des cellules. Cette longue chaîne d'acide désoxyribonucléique ADN contient toutes les informations pour piloter le fonctionnement des cellules. Ce manuel de bord est fait de gènes dont la structure gouverne la fabrication de tous les produits protéiques des cellules. Ce sont eux qui vous donnent les yeux verts, bleus, marrons, une peau d'une certaine pigmentation, etc. Avec la connaissance des gènes, on remonte aux causes, on trouve l'origine des maladies héréditaires, on découvre la nature des cancers ou les mécanismes des virus. Le magazine Capital a voulu essayer, un cobaye proche de leur rédaction a accepté de soumettre son ADN au test généalogique de MyHeritage et de 23andMe. Tout commence sur les portails 23 et moi, en fait. C'est ça la traduction. 23andMe. Tout commence sur les portails web de ces entreprises. Environ 3 clics et 70 euros suffisent pour commander les fameuses boîtes livrées quelques jours plus tard à domicile. L'une contient un coton-tige à gratter à l'intérieur de la bouche contre l'intérieur de la joue, l'autre un mini crachoir, mais le principe est le même. Il s'agit de glisser un échantillon de salive dans un emballage stérile, puis de l'expédier au laboratoire d'analyse. À chaque kit correspond un code pour créer son compte en ligne et suivre l'avancée de ses démarches. Quelques semaines plus tard, un email est reçu. Les résultats sont enfin consultables sur leur site sécurisé. Une foule d'informations plus ou moins utiles sont fournies. Leur testeuse, Laure, aurait des origines insoupçonnées en Europe de l'Est, présenterait 278 variations génétiques provenant de Néandertal, n'aurait aucune origine juive, on y reviendra, et pourrait se targuer d'un lien très lointain avec Marie-Antoinette. Et bonne nouvelle, les blouses blanches lui ont aussi trouvé des centaines de cousins avec lesquels on partage quelques brins d'ADN. Leurs gènes communs ont une drôle de caractéristique. Ils leur donnent 58% de chance en moins d'avoir les mains moites. La mise en relation avec des cousins génétiques est une partie solide des résultats, rassure d'emblée le biologiste Jean Caline lors en acceptant la publication de son profil sur les bases de données de 23andMe et de MyHeritage reçoit des alertes dès qu'un nouveau client fait le test et présente des similitudes avec son ADN. Elle est en avertie par email et peut correspondre avec lui. C'est ainsi que David Zapata, un comptable de la Côte d'Azur, adopté au Vietnam en 1998, s'est découvert un cousin aux États-Unis et a pu retrouver son père biologique. Les recherches ont prouvé qu'il était le fils d'un GI et d'une travailleuse des champs près de Hanoï. Pour ce qui est du lien avec Néandertal, il y a de quoi être surpris, mais l'analyse n'est pas loufoque.
Contrairement à ce que les scientifiques ont longtemps pensé, les Néandertaliens se sont croisés avec les hominidés du genre Homo sapiens. Les questions d'origine géographique sont aussi à prendre avec précaution. Là encore, les analyses ont un véritable fondement scientifique. Il est possible de repérer dans notre ADN l'héritage de grands groupes de populations historiques dont on sait retracer les déplacements à travers le temps. Mais c'est une discipline en soi très complexe. Tempête, Paul Verdu, généticien chargé de recherche au CNRS du Muséum national d'histoire naturelle, Musée de l'homme à Paris, obtenir de vrais résultats nécessiterait beaucoup de travail et d'énormes moyens. Pour attacher nos gènes à des pays d'origine précis, les sites croisent leurs bases scientifiques avec des données déclaratives fournies par les personnes testées, lieu de vie, arbre généalogique, et s'exposent ainsi à de sacrées approximations. Voyez plutôt. Pour l'or, natif d'Europe de l'Ouest, MyHeritage attribue une partie de 50% précisément aux Balkans, contre 25% seulement chez 23andMe. Ce dernier laisse près de 30% sans origine précise. Il est assez facile de dire si quelqu'un a un parent européen et un parent africain, explique Roman Scholz, juriste chez IGNEA, l'entreprise qui distribue Family Tree DNA en Europe. Il est souvent impossible de dire si l'un des deux parents est français ou suisse. Les estimations de l'ethnicité doivent être considérées avec prudence et non comme une vérité absolue, concède Gilad Jaffet, le patron de MyHeritage. Mais il y a plus fou encore. En croire les vendeurs de tests d'éventuelles d'origine juive seraient identifiables dans l'ADN. Et ce n'est pas absurde. Bien sûr, faut-il le rappeler, il n'existe pas de gène d'une religion, mais certaines mutations génétiques sont caractéristiques de populations qui, par l'histoire, ont été isolées et ont connu l'endogamie. C'est le cas des Amérindiens, par exemple, mais aussi des Juifs ashkénazes ou, dans une moindre mesure, des Séfarades. La détection de ces modifications spécifiques peut donc être un indicateur d'appartenance ethnique fiable. On peut s'étonner toutefois, chez l'or, cette ascendance a été testée sans quelle formule de demande, comme n'importe quelle origine géographique. La base de données GetMatch, aujourd'hui fermée, a été utilisée par la police américaine pour rechercher l'ADN de parents éloignés de criminels. Aucune des personnes qui y avaient déposé leur profil n'avait été informée de cet usage. Ensuite, les emails et mots de passe de 92 millions d'utilisateurs de MyHeritage ont été hackés en juin 2018. La sécurité a été renforcée depuis, mais la question de l'utilisation des données reste posée. Le patron Gilad Jaffet affirme n'avoir jamais vendu ou concédé sous licence les données de clients à un tiers et ne pas coopérer avec la recherche policière. En Europe, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement général sur la protection des données, les labos acceptent désormais sans condition tout ordre de destruction des échantillons ADN conservés. Encore faut-il savoir en faire la demande, car trouver les onglets pertinents sur les sites des entreprises relève du parcours du combattant. Qui plus est, bien des clients préfèrent laisser leurs échantillons aux opérateurs, ces derniers proposant des mises à jour régulières et gratuites qui nécessitent de nouvelles analyses. Malgré les flous en tout genre, l'interdiction des tests ADN récréatifs en France pourrait être prochainement levée. À la faveur de la révision de la loi sur la bioéthique, un rapport parlementaire s'y montre en tout cas favorable. Mais la vente de kits serait strictement encadrée et réservée aux utilisations généalogiques non médicales. Des labos se proposent donc de farfouiller dans vos chromosomes pour établir vos probabilités de développer tel ou tel cancer, affection cardiaque, maladie neurodégénérative, mais les prédictions de maladies génétiques ne sont pas aussi précises et fiables que les vendeurs de tests veulent bien le dire. Ils mettent sur le même plan des études scientifiques qui sont le fruit de 20 ans de recherche avec des articles tout juste publiés, s'énerve le généticien Paul Verdu. Parmi ces milliers de résultats, seul un médecin peut vous éclairer. Source. MyHeritage, 23andMe. Les tests ADN en ligne sont-ils fiables? Guillaume de Morand, capital.fr. MyHeritage, 23andMe. Les tests ADN en ligne sont-ils fiables? Avec toutes ces données, demain, les scientifiques pourront récupérer les meilleurs gènes des uns et des autres pour les assembler et former une humanité augmentée et résistante. Nous allons revenir sur l'arrivée des bébés OGM. On peut également se douter que l'armée ne laissera pas ces données de côté. Depuis des décennies, des travaux ont lieu sur des armes bactériologiques. Si ces armes peuvent cibler une certaine population, alors ce n'est qu'une question de temps avant que ces données génétiques ne soient récupérées. Ces dernières années, une démarche a vu le jour. Il s'agit de la thérapie génique. On injecte dans les cellules malades un nouveau gène guérisseur, apte à rétablir la fonction manquante.
La descendance du patient n'en est rien affectée. La transformation génétique n'atteint pas les cellules sexuelles de l'enfant. Des études approfondies sont menées pour évaluer l'impact de la présence dans la nature d'organismes modifiés génétiquement. Il faut notamment s'assurer que la gène introduit ne rejoigne pas les espèces sauvages, mauvaises herbes par exemple, par opposition aux espèces cultivées. C'est à partir d'une luzerne résistante à un herbicide, on propage le gène de résistance aux mauvaises herbes. On aura bien du mal à l'avenir à nettoyer les champs. Pour la thérapie génique, l'utilisation de virus modifiés exige aussi beaucoup de prudence. Auparavant, il aurait été inimaginable de modifier génétiquement un embryon humain, créant de fait un humain transgénique, c'est-à-dire manipulé génétiquement. C'est un scandale éthique, imbibé d'eugénisme, et surtout le résultat d'une démarche médicale aberrante. Les connaissances sur le génome et les techniques de séquençage de l'ADN permettent déjà de sélectionner des embryons humains, de les trier. Maintenant, il est devenu possible de modifier, d'enlever ou de rajouter un ou plusieurs gènes à des gamètes ou à un embryon humain. L'implanter dans un utérus pour faire naître un enfant génétiquement modifié est devenu possible et active la voie vers une création de bébés sur mesure. CRISPR-CAS9. Il s'agit probablement d'une des plus importantes découvertes de l'histoire des biotechnologies et du XXIe siècle. La révolution CRISPR-CAS9, aussi appelée ciseaux génétiques. Le système CRISPR-CAS9, notamment tel que développé par la chercheuse française Emmanuelle Charpentier sur la base d'une idée qu'elle a eue à Vienne au début des années 2000, et elle a fait pressentir pour le prix Nobel 2015. Source A. Abbott, The Quiet Revolutionary of the Co-Discovery of CRISPR explosively changed Emmanuel Charpentier's life. The microbiologist spent years moving labs and relishing solitude. Then her work on gene editing thrust her into the scientific spotlight. Nature, numéro 539. 28 avril 2016, page 432 à 434, DOI, double point, 10.1038, barre oblique 5324, 32A. Est depuis les années 2010 devenu un outil de génie génétique révolutionnaire permettant de modifier plus facilement et plus précisément les séquences d'ADN. Il pourrait à terme contribuer à éliminer certaines maladies, mais suscite des questions d'éthique médicale et environnementale quant à l'eugénisme et aux conséquences environnementales de la manipulation du génome quand cet outil est appliqué à des cellules héréditaires. Source Oncology, studying cancer genomes gene by gene could improve treatment. The Economist, 13 février 2021. Autre source, Jean-Philippe Braly, CRISPR-CAS9, le couteau suisse qui révolutionne la génétique. Archive sur Science Actualité, 30 juillet 2015. Consultez le 26 août 2015. Autre source, Morgan Euclin refaite. Avec CRISPR-CAS9, modifier un ADN devient presque aussi simple qu'un copier-coller. Archive sur Libération Science, 24 juillet 2015. Consultez le 26 août 2015. CRISPR Therapeutics, jeune entreprise cofondée par Emmanuel Charpentier pour breveter et développer cet outil, est devenue l'une des sociétés de biotechnologie précliniques les plus richement financées dans le monde, mais est en conflit concernant le brevetage de cette technologie. Source Heidi Ledford, how the US CRISPR patent probe will play out. Decision could determine who profits from the gene editing technique in future. 7 mars 2016. En avril 2016, Charpentier a présenté dans le journal Nature une nouvelle version encore plus performante d'utilisation du CRISPR. La technique d'édition du génome CRISPR-CAS9 a été découverte par l'équipe de la chercheuse française Emmanuelle Charpentier, aidée par la professeure américaine Jennifer Doudna,
Elle a été par la suite développée à partir de 2012 par plusieurs chercheurs, dont notamment le biologiste moléculaire Feng Zhang du Broad Institute associé à Harvard et au MIT. Berkeley conteste devant une commission d'appel du United States Patent and Trademark Office le brevet accordé au Broad Institute pour cette découverte. Source: Kelly Servick. Accusations of errors and deception fly in CRISPR patent fight. Archive Science, 8 mars 2016. Le 15 février 2017, l'United States Patent and Trademark Office a considéré que les brevets déposés par le Broad Institute sur l'usage de CRISPR-CAS9 dans le cas de cellules eucaryotes étaient valides. Pour autant, les revendications de l'Université de Berkeley, à l'origine des dépôts de brevets de Jennifer Doudna et d'Emmanuel Charpentier quant à l'emploi de CRISPR-CAS9 sur tout type de matériel génétique, y compris les cellules eucaryotes, n'ont pas été rejetées. Source: Sharon Begley. Broad Institute prevails in heated dispute over CRISPR patents. Hors archive. Stats, le 15 février 2017. Consulté le 17 février 2017. Sharon Begley. 6, parce que en anglais, 6, c'est 6. 6 takeaways from the CRISPR patent decision. Archive Scientific American, le 16 février 2017, consulté le 17 février 2017. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.